une menace, mais qui menace, qui comme ça doivent être conjurées. Deux écueils à éviter. Premier écueil, c'est l'abstention. Je n'aime pas les élections à forte abstention, parce que c'est le signe d'un peuple qui va mal, qui ne se reconnaît pas dans ses élus, dans sa démocratie. Ce sont des mandats faibles. Nous avons besoin d'un mandat fort. Et puis, disons-le, reconnaissons-le, souvent c'est la gauche qui s'abstient, plus que la droite. Eh ben, le message que j'ai donné aux élus, mais ils n'avaient pas besoin de moi pour ça, hein, je dois le dire, c'est, maintenant il faut y aller. Les élus, les militants, les sympathisants, les soutiens, ceux qui ont participé aux primaires. Il faut y aller au porte-à-porte. Je dirais presque que c'est un combat qui se passera au corps à corps. Il faut frapper aux portes. Il faut convaincre ceux qui doutent. Il faut convaincre ceux qui réfléchissent. Il faut convaincre ceux qui sont éloignés de la politique. Et parfois même éloignés de la gauche. Ça arrive, car nous n'avons pas tout réussi dans le passé. Et il faut les convaincre par l'argumentation. Moi, je rêve d'une élection à forte participation. Je pense que cette élection est une des plus importantes de l'histoire de la Ve République. Que continuer avec Sarkozy ou changer avec François Hollande, c'est un enjeu décisif. Décisif. 5 ans de Sarkozy, c'est la France abîmée. 10 ans de Sarkozy, je ne trouve pas le mot pour définir ce que ce serait. Donc il faut mettre fin à ça. Et puis, le dernier mot, c'est pour la diversion, la dispersion. Je vais dire les choses comme je les pense. Moi, je suis très unitaire dans la gauche. Et nous n'avons pas d'adversaire à gauche. Et donc, il ne s'agit pas de faire campagne contre quelqu'un. Pas contre Jean-Luc Mélenchon, pour être tout à fait clair. Nous devrons rassembler la gauche. Rassembler la gauche au deuxième tour, et puis aller au-delà. Parce que c'est comme ça qu'on crée des majorités. On le sait dans cette région. Au-delà. Et tous ceux qui voteront pour François Hollande au deuxième tour seront la majorité présidentielle. Il est tous, sans exception. Et donc, de notre part, il n'y aura aucun acte d'hostilité. Même si, reconnaissons-le, quand Jean-Luc Mélenchon parle de François Hollande et pas socialiste, c'est pas toujours pour dire qu'ils sont formidables. On est trop ceci et pas assez cela. Trop libéraux et pas assez sociaux, par exemple, j'entends ça parfois. Nous n'allons pas rendre ça. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est que l'enjeu du premier tour ne peut pas être négligé. Il ne suffit pas que François Hollande soit qualifié au second tour. Il faut qu'il soit très fort au premier tour, pour pouvoir rassembler au second. Car le rêve de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que c'est? C'est d'être en tête, par surprise, au premier tour, fortement, en face d'une gauche dispersée. Ne nous le faisons pas ce cadeau. Pour gagner au second tour, il faut que François Hollande ait la force au premier, pour rassembler tout le monde, pour entraîner tout le monde, et pour gagner. La gauche qui change, la gauche qui gagne, la gauche qui agit, la gauche qui réforme, la gauche qui gouverne, c'est la gauche de François Hollande. Je n'appelle pas au vote utile parce que je déteste l'expression vote utile. En démocratie, il y a trop de gens qui se sont battus pour le vote pour taxer un vote d'inutile, même s'il y a parfois des votes nuisibles. Et il y en a dans ce département. Mais un vote n'est jamais inutile. En revanche, il y a le vote nécessaire. Il y a le vote qui fait gagner. Et le vote qui fait changer, le vote qui fait gagner, c'est le vote pour François Hollande. Voilà le message que je véhicule un peu partout, enfin là où je vais. Et c'est celui que je viens aujourd'hui porter en Vaucluse. Mes amis m'ont invité, Claudio qui a beaucoup insisté, Pierre qui m'en a un peu parlé, Pierre Favier qui m'a torturé. Mais enfin, il y a des tortures plus difficiles que de venir en Vaucluse, même si je fais malheureusement seulement un bref arrêt avec mes amis. Ils savent que je reviendrai dès cet été, quoi qu'il arrive, comme tous les étés. Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions, certainement? Vous évoquez le vote utile, le vote nécessaire. J'ai candidat des listes maintenant dans Parisien à l'instruction d'appel. Les électeurs sont par Mélenchon. Est-ce que vous voulez lancer une campagne plus offensive, justement? Vous avez une dure. J'ai lu ce qu'il a dit, nous n'avons pas exactement les mêmes expressions. J'ai une petite différence avec lui. Je ne suis pas impressionné par la remontée de Nicolas Sarkozy. Je le dis. Et j'ai appelé nos élus, là, il y a quelques minutes, à être confiants et combatifs. Confiants. Moi, cette élection-ci, je pense que ce doit être la nôtre, que ce doit être celle du changement. Parce que ça ne fait pas seulement 5 ans de Sarkozy, ça fait 10 ans de droite. Ça fait 3 élections présidentielles que la gauche n'a pas gagné. Le dernier président réélu, c'était François Mitterrand en 88. Il est temps, maintenant, avec une Assemblée nationale à gauche.
Et je salue les candidats qui sont là, parce que nous aurons besoin d'une majorité parlementaire. Voilà, ils sont tous là. Et donc, il faut qu'il y ait des parlementaires à l'Assemblée nationale, avec un Sénat à gauche, avec des collectivités locales à gauche, nous pouvons changer beaucoup. Donc, moi, j'ai confiance. Je n'ai pas peur de Nicolas Sarkozy. Mais en même temps, j'appelle à la combativité, parce qu'une élection n'est jamais gagnée avant la fin. Et nous avons en face de nous une bête politique. Alors, nous ne faisons aucun cadeau. Aucun cadeau. Et je pense que la dispersion des votes est un cadeau pour Nicolas Sarkozy. Et c'est pour ça que j'en appelle, en effet, au rassemblement, dès le premier tour, autour de la campagne de la candidature de Jean-Luc. Donc j'ai un raisonnement différent du sien, mais qui arrive peut-être à la fin. C'est assez fréquent. Non. Vous êtes dans un département qui est l'un des plus pauvres de France. Justement, est-ce qu'il y a un message particulier que vous adressez par rapport aux Vauclusiens dans le cadre du programme de François Hollande, à justement des gens qui souffrent actuellement particulièrement, je crois que c'est le 3e en France, quelque chose comme ça. Quel est le message particulier que les élus qui sont là pourraient véhiculer au nom du programme de François Hollande? J'ai 3 messages en fait. Le premier, c'est que justement, la situation dans les départements comme Vaucluse illustre la nécessité absolue du redressement. Nous ne pouvons pas laisser la production continuer à s'effriter. Nous avons besoin au contraire de relocaliser les activités productives dans le territoire. Et si demain on crée une banque publique d'investissement avec des antennes régionales, eh bien c'est aussi pour aider les territoires comme celui-ci à trouver des activités. La deuxième chose, c'est pour rappeler que je suis persuadé que cette élection, à la fin, se fait sur les questions économiques et sociales. C'est là. Et tous les matins, et tous les midis, et tous les soirs, nous parlerons de l'emploi et du pouvoir d'achat. De l'emploi et du pouvoir d'achat. Ce sont ces propositions-là que nous devons décliner inlassablement, même si nous avons bien sûr une approche complète de ce que doivent être les réponses apportées aux Français. Enfin, la troisième chose, c'est par rapport à la décentralisation, puisque j'étais avec des élus. Le quinquennat qui s'achève a été désastreux pour les collectivités locales. Désastreux. On leur a imposé des charges nouvelles, on n'a pas transféré les ressources, on a asphyxié les collectivités en les privant d'autonomie fiscale. Je pense aux régions, je pense aux intercommunalités. Je suis le président d'une agglomération importante, je vois ce que c'est, on est étranglé. Étranglé. Et j'ai même vu qu'hier, Nicolas Sarkozy proposait un référendum sur les collectivités locales. Quand même, mais quelle audace incroyable, quand on est le président qui a mis l'État en faillite, je cite François Fillon, que de venir reprocher les collectivités locales qui votent leur budget en équilibre, je ne sais quelle impéritie de gestion. Eh bien, avec François Hollande, nous irons plus loin dans la décentralisation. Nous redonnerons des latitudes fiscales aux collectivités, de la liberté. Pourquoi? Parce qu'elles sont indispensables pour l'investissement public et pour les services publics de proximité. C'est vital. Là aussi, il y a un vrai choix. Et nous supprimerons cette aberration qui est le conseiller territorial. Je ne sais pas comment ça pourrait marcher, ce truc-là. Invraisemblable. Donc, c'est à partir de ces démarches-là que nous pouvons aussi, dans ces territoires, réimplanter l'activité, faire repartir le département pauvre de l'avant, recréer une espérance. Ça vaut pour le Vaucluse, évidemment. Concernant le programme, je ne me souviens plus, oui, enfin l'hôpital d'Apt. C'est plus L'hôpital d'Apt, mais... Ouais, non, l'hôpital d'Apt, je ne sais plus comment se nomme ce schéma territorial, etc. Voilà. Alors, effectivement, selon les départements, on a des avis différents. Vous, je crois, dans le Vaucluse, évidemment, c'est un petit peu différent selon les cas. Est-ce qu'effectivement, il faut revoir ces schémas régionaux? Si je vous donnais, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autant que je ne connais pas la situation de la maternité. Mais je suis président d'un hôpital. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Comme président d'agglomération. Et il y a une chose qui est très claire pour François Hollande, c'est que d'abord l'hôpital doit cesser d'être traité comme une entreprise privée. L'hôpital, c'est un grand service public. Et je n'imagine pas que, revenant aux responsabilités, nous ne revenions pas sur cette aberration qu'est la loi HPST. D'ailleurs, à éloigner les élus de la gestion de l'hôpital, qui les cantonne dans une fonction de simple surveillance ou observation.
qui a créé des sortes de super préfets, les ARS, des directeurs qui eux-mêmes se considèrent comme des managers et non plus comme des animateurs des services publics, qui mettent les services sous pression. Là, ce matin, j'étais dans les Hautes-Alpes, on parlait de la fermeture du service de réanimation à Briançon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hôpital sans réanimation ou sans urgence? Et puis demain sans obstétrique, ici. Et puis tout ça, ça passera aussi par un réinvestissement dans l'hôpital public. Moi, je suis un militant de l'hôpital public. Je pense que c'est une chose que nous devons absolument soutenir de la même façon que nous devons lutter contre les déserts médicaux, soutenir les petits hôpitaux et faire en sorte que tout le monde puisse accéder en 30 minutes à un traitement d'urgence. Cette question de la santé, c'est une question qui est centrale dans l'approche de François Hollande. Elle sera centrale pour nous, parce qu'elle est centrale pour les Français, tout simplement. Donc je pense que j'aurais été à cette manifestation, peut-être, je ne sais pas. Mais j'aurais pu. L'hôpital est une grande cause qui mérite qu'on se batte. Mais ce qui me frappe, moi, c'est la grande misère de l'hôpital français. Partout où je vais, dans chaque département, il y a là un hôpital qui souffre, là un service qui ferme. Et c'est pas parce qu'on a des centres hospitaliers plus importants, celui dont je préside l'association, il y a comme 4500 personnes, mais ça va pas bien, les gens sont sous tension, les infirmières notamment, la pénurie de médecins, donc il y a beaucoup à faire pour l'hôpital. On ne peut pas le faire avec une logique du privé. Et au fond, ce qu'a fait la droite pendant 5 années, c'est ça. C'est de transformer l'hôpital en une simple entreprise. Et je suis persuadé que ce n'est qu'une étape, qu'ils veuillent aller plus loin. Et au contraire, il faut revenir aux fondamentaux. En parlant de santé, on dit que François Hollande est fatigué. Écoutez, je ne me porte pas mal non plus, donc je vais dire quelque chose que je vais corriger, mais il faut se rendre compte ce que c'est que d'être candidat à l'élection présidentielle. Je trouve que pour un homme qui fait tout ce qu'il fait, un travail titanesque, qui est en France tous les jours, qui est en campagne tous les jours, il dégage une force incroyable. Et cette force, c'est la proximité qui lui donne. C'est les Français qu'il rencontre qui lui donnent. Alors évidemment, il serait peut-être plus en forme s'il était parti en vacances, je ne sais où, et s'il ne bougeait pas du bureau. Mais je pense qu'il donne aux Français. Il donne aux Français sa propre force. Et il prend de la force qu'il lui donne. Et moi, je trouve qu'il est tout à fait en forme. Voilà. Mais il faudra qu'il garde des forces, parce qu'il y a le premier tour, il y a l'entre-deux tours, avec le débat avec Nicolas Sarkozy, il faut être costaud. Et puis il y a le lendemain, le 6 mai, parce qu'il faut quand même penser à ça. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas une élection uniquement pour fêter la victoire, et ensuite pour agir. Enfin, c'est un homme dont je pense beaucoup pourraient envier la condition physique. Je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Justement, en parlant d'avenir, est-ce qu'il y a un accord qui est prévu avec le Front de gauche? Est-ce qu'il est en préparation ou pas au niveau national? Et est-ce que ça va changer quelque chose pour justement les candidats aux législatives, notamment dans le département et dans d'autres départements? Écoutez, je prends les choses par ordre. Évidemment, il n'y a rien qui est en préparation. Rien. Pour la raison simple, c'est que nous sommes au premier tour de l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, elle a une logique à 2 tours. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élit. Je n'ai pas de doute d'ailleurs sur les options du Front de gauche. Ce n'est pas non plus totalement nos traditions, avec le Parti communiste, qui n'est pas exactement le Front de gauche, d'avoir des candidatures communes. Nous verrons comment les choses se passent, ce sont les choix des uns et des autres. Il faudra aussi que le Front de gauche le détermine. Qu'est-ce qu'il veut? Quel type d'appartenance à la majorité souhaite-t-il? Mais non, nous ne sommes pas aux tractations. Et la logique qui est la nôtre, ce n'est pas les tractations. C'est un dialogue respectueux. Et donc vous êtes prêt à céder des sièges? Je viens de vous répondre. Si jamais ça marche, Est-ce que M. Hollande a l'intention de venir en Vaucluse? Ça dépendait que de moi, oui, il viendrait, mais ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendrait que de lui, j'en parlerai au directeur de campagne. On va y en parler, sérieusement. D'ici au premier tour, c'est peu probable, très peu probable. Il y a toujours un entre-deux tours, et l'entre-deux tours, c'est traditionnel, d'ailleurs, quelle que soit l'élection, on s'ajuste en fonction
fonction d'un certain nombre de paramètres politiques. On va là où c'est le plus sensible, là où c'est le plus utile, là où il y a le plus à gagner, là où il y a des enjeux stratégiques. Donc, voilà, c'est ma réponse. François Hollande aime le Vaucluse. Ou les Mussons. Mais enfin, il est tellement porté ici par des amis proches. Des gens qui le soutiennent depuis longtemps, fidèlement. Il a de bons représentants. La gauche est forte aussi dans la région. Alors ? La gauche est forte aussi dans la région, quand même. Oui, absolument. Ça aide quelque part. Et puis, je crois qu'il était, il n'y a pas si longtemps, à Marseille. Oui. Et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, tous y étaient. Oui. Bon, À Montpellier aussi, Jean-Pierre. à Montpellier, il n'y a pas si longtemps. J'étais avant à la comédie. À Nîmes, À Nice. à Nice. 10 ans, à 10 ans. À Nice, ça c'est un peu plus loin quand même. On va peut-être retrouver des amis. Élus, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, je ne les citerai pas tous, ils sont très nombreux. Je voudrais saluer les candidats aussi aux législatives qui sont bien entendu qui sont là et qui sont les principaux piliers de cette campagne de François Hollande. Je n'oublierai pas principalement Michel Fournier-Armand qui est la candidate régionale. Sarkozy a décidé de créer le bouclier fiscal il y a 5 ans, en 2007. Et si on est contre cette idée-là même, et d'ailleurs il a créé ça, on le sait, pour favoriser plutôt ceux qui sont riches que la majorité de nos concitoyens, eh bien, il faut dire que ce n'est pas anti-Sarkozy, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Donc non, nous, ce que nous contentons de faire, c'est de dire simplement la vérité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, une grande majorité de nos concitoyens ne veulent plus de Sarkozy. C'est pas vouloir, je crois, sur la personne elle-même. Je crois que si la personne, on peut la considérer comme n'étant pas particulièrement aimée de nos concitoyens, on peut aussi considérer que c'est la politique qui a été menée et que cette politique-là, il faut en changer. Ce que l'on a de ces propositions, et on n'entendait que ça, il n'a pas de programme. Alors là aussi, heureusement que dans ces propositions, on retrouve la majorité des éléments qui, je crois, sont nécessaires pour changer notre société aujourd'hui. Le soutien, bien sûr, apporté à la jeunesse, et je salue les jeunes socialistes qui sont dans la salle et qui ont animé ce. Mais comment peut-on dire une chose aussi grossière, aussi vulgaire, même en aparté, dans un débat aussi fondamental pour notre République que celui d'une élection présidentielle? Évidemment, le lendemain, Sarkozy dément. Tu parles, il l'a dit, parce qu'on ne change pas à 57 ans ses mauvaises habitudes. Et dans cet homme qui se prétend aujourd'hui différent, il y a toujours un casse-toi au fond qui sommeille. Mes chers amis, d'être ici, à nouveau, dans ce département de Vaucluse que j'aime, dans cette commune de Morières, cher Joël, où je suis venu déjà au moins 2 fois par le passé. Vous savez, être directeur de campagne, c'est une tâche un peu ingrate. C'est celui qui assure, celui qui anime, celui qui tient la boutique pendant que le candidat est sur les routes. Ça lui arrive souvent, parce que nous avons un candidat infatigable. Et je vous fais une confiance, moi je suis pratiquement interdit de sortir. Donc chaque fois que je pars, c'était le cas hier matin, 8h du matin, je reçois un coup de fil de François Hollande. Tu es où? Tu es à Paris? Bah oui,
oui, enfin je suis à Paris, mais je vais prendre le train pour aller où. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et mais il faut quand même que de temps en temps, je sorte. Il faut que j'aille voir les Français. Comme moi, quoi. Il faut que j'aille sur nos territoires. Et je suis ici au terme de 2 jours, où j'ai été hier matin dans la Drôme, hier après-midi dans l'Isère, ce matin à Gap, et je termine avec vous. Je termine avec vous ici, dans le Vaucluse, à Maurière. Parce que c'est vrai que c'est un département que j'aime. C'est un département où j'ai de très nombreux amis. Je commence évidemment par Clodo, qui a beaucoup insisté pour que je vienne. C'est pas la peine, parce que c'est toujours un plaisir pour moi. Mais il y a tous ceux qui sont là, il y a les candidats aux élections législatives qui sont tous ici. Et vous aurez, et nous aurons besoin d'eux demain, parce qu'une élection présidentielle ne vaut rien s'il n'y a pas derrière une large majorité présidentielle. Et je souhaite que demain, Claude, tu ne sois plus le seul parlementaire de Vaucluse de gauche, mais que nous ayons ici aussi des députés de gauche, que ce soit Martine, que ce soit Pierre, que ce soit Michel, et que tous ensemble, demain, vous soyez membres de la majorité. Je souhaite que cela et je ne dis pas, évidemment, Jean-François, qui est votre premier secrétaire fédéral qui m'a accueilli ici si souvent. Pourquoi pas demain 4 députés de gauche représentant le Vaucluse à l'Assemblée nationale. Je salue tous les élus qui sont là, je ne peux pas les saluer tous. Je vois Francis, je vois Lucien, je les vois tous, je les connais bien depuis longtemps. Et je suis heureux aussi de retrouver les 2 Pierre. Nous sommes entre Pierre dans cette affaire. Pierre Lescure et Pierre Favier. Vous avez la chance, vous avez un privilège de voir ces 2 personnalités qui co-président ce comité de soutien, car en effet, ce sont 2 hommes remarquables qui aident énormément à la campagne nationale de François Hollande, qui sont des soutiens de longue date de François, et qui vont lui apporter beaucoup, j'en suis sûr, avec vous tous. Alors, vous pouvez les applaudir. Et à 3 semaines, il ne faut pas sophistiquer, il ne faut pas développer, il ne faut pas être trop dans l'argumentation subtile, il faut aller droit au but. Le but, ce qui nous attend, c'est de donner au premier tour la force à François Hollande pour être le gagnant de l'élection présidentielle le 6 mai et mettre fin à 5 ans de cette expérience terrible qu'a été ou qu'aura été le sarkozysme. Il doit partir, nous devons changer et je vous demande de mobiliser toutes vos forces pour cela. C'est la seule chose qui va laisser un grand combat. Et ce combat, nous allons, j'en suis sûr, mes amis, le gagner et le gagner ensemble. Ignobles, abjects, qui ont frappé des militaires à Montauban, qui ont frappé une école juive, un jeune père de famille, des enfants, sur lesquels le meurtrier s'est acharné de manière absolument insensée. Et c'est vrai que dans ce moment-là, la communauté nationale, c'est nous la communauté nationale, elle s'est trouvée endeuillée, et elle s'est recueillie entière. Moi j'étais aux côtés de François Hollande, quotidiennement, je dirais presque non seulement tous les jours, mais toute la journée. Et je crois que je peux témoigner, comme vous, que pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, il a eu un comportement exemplaire. Il n'a pas hésité, il n'a pas franchi, il ne s'est pas posé de questions. Quand à 8h30 nous étions ensemble sortant d'une radio, France Info, il a appris ce qui s'était passé à Toulouse, il a décidé immédiatement d'aller à Toulouse. Et j'étais avec lui dans cette école juive, aux Aratora. J'ai vu les enfants qui étaient terrifiés. J'ai vu les parents qui étaient effondrés. J'ai vu les enseignants qui étaient touchés. J'ai vu la communauté juive tout entière qui était meurtrie. Et François Hollande, que ce soit là, que ce soit 2 jours après à Montauban, je sais que nos soldats qui ont été assassinés. Vous l'avez vu. Je crois qu'il a eu les mots justes. Je crois qu'il a eu l'attitude exacte. Je crois qu'il s'est comporté non pas comme un président de l'ombre ou comme un président bis, comme certains stupides ont voulu le dire, mais tout simplement comme ce que doit être un homme d'État. Et un homme d'État, quand le pays est touché, et nous l'avons été, cet homme d'État doit savoir rassembler, il doit savoir rassurer, il doit savoir réconcilier. C'est ça qui fait pour moi la grandeur de l'État. Et ce jour-là, on a vu que François Hollande, on le savait déjà, les Français l'ont tous vu, qu'il pouvait être, qu'il devait être demain le prochain président. Cette exemplarité, cette dignité, je le dis ici, j'aurais aimé que le président sortant et que la droite
eh bien limite. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Aussitôt, la cérémonie est finie. Et pendant même que l'assaut était porté contre le fanatique, contre ce Mohamed Merah. Savez-vous ce qui s'est passé? À l'instant même où le raid attaquait, Jean-François Copé, avec sa vulgarité, avec sa brutalité, avec son indécence, tenait une conférence de presse. Pourquoi faire? Pour dire que nous aurions, nous, brisé le deuil. Mais imaginez ce qui se serait passé. Et moi, j'ai vécu ça comme ministre de Lionel Jospin. Si ça avait été la gauche qui était au pouvoir, est-ce que l'opposition de droite aurait été aussi responsable? Je dis qu'ils sont indécents. Je dis que c'est pas comme ça qu'on doit récupérer un drame comme celui qui s'est passé. Je dis qu'il y a eu un double langage insupportable entre un président qui a pas de rassuré et une droite qui a voulu se saisir tout simplement de l'occasion. Et quand les Français sont assassinés, ce n'est pas une occasion, ça doit être un rassemblement. Honte sur eux, honte sur l'UMP. C'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai éprouvé. Un exercice gigantesque d'illusionniste Nicolas Sarkozy, un vaste tour de passe-passe, une opération de reconstruction d'une image, une opération de récupération d'un drame. Parce que, depuis ces 8 jours, Nicolas Sarkozy, il est en train de glisser dans sa campagne vers une espèce de fausse évidence, dans laquelle il dit 3 choses. Finalement, vous ne m'aimez pas, mais je suis président. Sous-entendu, mieux que l'autre. Mon bilan, il n'est pas bon, mais sur un sujet, la sécurité, il est meilleur. Et puis il y a ce que tu décrivais, Pierre, c'est-à-dire cette espèce de dénigrement incroyable et continuel, tous les jours, tout le temps, de François Hollande, avec un irrespect qui, je crois, n'est pas à la hauteur de ce que peut être une grande démocratie comme la France. Bien, mes amis, chacun de ces éléments est faux. Et je veux le dire ici, pour commencer cette réunion. Vous savez, je sais où je suis. Tu as évoqué la situation politique de ce département, Claude, le Vaucluse. Et c'est une des raisons pour lesquelles je viens si souvent, ici. Non pas seulement parce que c'est une terre de beauté, non pas seulement parce que c'est une terre de culture, mais aussi parce que c'est une terre où la gauche n'est pas un terrain conquis, où il faut se battre. Il faut se battre contre la droite, il faut se battre contre l'extrême droite, où la sensibilité de la population, thème de l'insécurité est très fort. Mais je le dis ici, en Vaucluse, oui, la sécurité est un problème, c'est vrai. Mais ce n'est pas exact, et personne ne peut laisser le croire. À cause de la RGPP depuis 5 ans, est-ce que c'est François Hollande? Non, c'est Nicolas Sarkozy, et il a affaibli les forces de sécurité, la justice dans ce pays. Quelles sont les statistiques de l'insécurité depuis 5 ans? C'est que l'insécurité principale, les violences aux personnes, elles n'ont cessé, ces violences aux personnes, de progresser. Et au contraire, je le dis ici, vous savez, j'étais le ministre de Lionel Jospin, et j'ai pour lui de l'estime, de l'admiration, de l'affection. Mais je me souviens du 21 avril 2002. Je me souviens, tu t'en souviens, Fabien, aussi de ce que disait Lionel après. Sur la sécurité, j'ai peut-être été naïf. Nous avons payé pour la naïveté. Eh bien, la naïveté, mes amis, c'est fini, car François Hollande s'attaquera à l'insécurité à la racine, car il créera demain 1000 postes, lui, de policiers, de gendarmes et de magistrats chaque année, car il recréera la police de sécurité, de proximité indispensable, qui a été supprimée et supprimée d'ailleurs à Toulouse. La sécurité, c'est une cause pour nous, la sécurité demain, c'est avec nous. N'ayons pas peur, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas demander, et dites-le aux habitants des 4 coins de ce département du Vaucluse, si on veut lutter contre l'insécurité, c'est plus sûr avec François Hollande. Voilà ce qu'il faut dire, ce qu'il faut en dire. Que ce soit le seul problème des Français. Et voyez-vous, j'ai même une conviction inverse. Je pense que c'est un problème important, mais que ce n'est pas le principal. Quand moi je me balade, comme je l'ai fait pendant 2 jours, quand je suis sur le marché à Gap, quand je croise des hommes et des femmes du quotidien, c'est pas d'insécurité dont ils me parlent, c'est de leur pouvoir d'achat, c'est de leur emploi, c'est des petites retraites, c'est des systèmes de santé, c'est de l'hôpital d'Arc, mais c'était l'hôpital de Briançon ce matin, c'est du logement, et c'est ça qu'on attend de la gauche. C'est des réponses à ces questions concrètes, je vais y revenir dans quelques minutes. Le deuxième tour de passe-passe de Nicolas Sarkozy, c'est d'essayer de faire penser qu'il est un bon président. Alors là, quand même,
ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Il est impossible que ça marche. J'ai vu qu'il y a 2 jours, Nicolas Sarkozy a fait une grande interview, un hebdomadaire qui s'appelle Paris Match. Et il a dit, si je suis réélu, je serai un président différent. Eh bien, heureusement, parce qu'il faut un président différent, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Et je vous invite tous ici, vous êtes nombreux, à rappeler aux Français ce qu'est le bilan de Nicolas Sarkozy. Depuis 5 ans, ce pays vit un véritable effondrement économique. Vous avez peut-être vu Nicolas Sarkozy, il y a une semaine, présenter les statistiques du chômage sur France Info. Moi, j'ai trouvé ça absolument invraisemblable. Pardonnez-moi, mais je suis un Européen indécrottable. Et je sais qu'il y a quelques règles. Les statistiques, c'est pas un chef d'État qui les présente. Encore moins un candidat. Ce sont des organismes indépendants. Il en existe un en France, qui s'appelle l'INSEE. Mais avec Nicolas Sarkozy, plus c'est gros, plus ça passe. Même les chômeurs peuvent être utilisés à son profit dans une campagne électorale. Il l'a fait de façon assez incroyable. Il a utilisé une formule, je vais essayer de la retrouver. Il disait que nous sommes dans une amélioration tendancielle car la baisse décroît. Autrement dit, ça veut dire c'est mieux que si c'était pire. Mais enfin, la vérité c'est qu'il y a 1 million de chômeurs en plus dans ce pays depuis 5 ans. Personne ne peut oublier et c'est absolument insupportable. Il faut changer. On ne peut pas continuer. Et je pourrais continuer, moi, parler de l'effondrement économique de la France. Vous savez, j'ai vu que Nicolas Sarkozy dit toujours, ne croyez pas que ça m'obsède. Je dors bien la nuit. Mais parfois, je me dis qu'on entend des choses énormes. Hier, j'ai entendu proposer un référendum pour améliorer la gestion des collectivités locales. Alors, il y a ici un président du conseil général. Il y a des vice-présidents du conseil régional. Je salue Cécile, Jean-Louis. Il y a des maires. Et ce que nous savons tous, parce que je suis moi aussi élu, beaucoup des maires, c'est que les collectivités locales sont obligées, elles, de voter leur budget en équilibre. Et je trouve quand même incroyablement gonflé que ce président, qui a imposé aux collectivités des charges nouvelles, sans leur transférer des ressources équivalentes, et qui a un résultat en termes de déficit catastrophique, 5,2% pour l'année dernière, vient nous donner des leçons. Parce que la vérité de la France, c'est qu'en 5 ans, il y a eu 600 milliards d'euros de dette publique en plus. 600 milliards. C'est plus en 5 ans, en 14 ans de François Mitterrand, plus 12 ans de Jacques Chirac. Saluer la performance, elle est tragique, parce qu'en vérité, vous savez, et ça je le dis aussi aux partisans de Jean-Luc Mélenchon, tu as raison Pierre, il faut à la fois être dans la fraternité de la gauche, mais aussi dans la confrontation des idées. C'est pas un petit phénomène, la dette publique. La dette publique, c'est pas seulement l'ennemi de la France, c'est l'ennemi de la gauche. Pourquoi ? Parce que nous avons à cœur un État qui puisse investir, des services publics que nous voulons développer. Mais comment voulez-vous qu'on finance des services publics comme la première charge du pays, c'est le service de la dette? Moi, je préfère créer des emplois dans l'éducation nationale plutôt que de payer des intérêts. Vous savez, il y a une expérience, on a tous vécu la nôtre. Moi, j'ai commencé en étant jeune conseiller budgétaire d'un ministre qui s'appelait Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale. C'était en 88. Et François Mitterrand, au début de son 2e septennat, avait dit l'éducation sera la première priorité de la nation. Et c'est l'année où le budget de l'éducation nationale a doublé, dépassé celui de la défense. Je dis dépassé, aujourd'hui il est le double. Bien, nous vivons cette année un triste moment. Celui où le premier budget de la nation n'est plus l'éducation nationale, c'est le service de la dette. C'est insupportable. Et c'est pourquoi la gauche, oui, devra revenir sur cette dette publique. Se désendetter, c'est pour nous tout à fait essentiel, car nous voulons retrouver les moyens de financer les services publics dont les Français ont besoin. Le combat contre la dette, c'est aussi le combat contre le bilan de Nicolas Sarkozy. Je crois que nous devons être conscients que c'est pour nous une ardente obligation et assumer cela complètement, mes amis. Je pourrais poursuivre sur ce bilan économique catastrophique. J'étais interrogé tout à l'heure par plusieurs journaux sur la situation de Vaucluse, sur la précarité, sur la pauvreté. Est-ce que vous savez que les 5 années avec Sarkozy, c'est 450 000 emplois industriels en moins? C'est quand même tout à fait considérable. Moi, je suis l'élu d'une région, loin d'ici, dans l'est de la France, mais au nord, où on produit des automobiles. Dans ma circonscription, il y a une petite commune qui s'appelle Sochaux, une petite usine, la plus grosse de France, 12 000 employés, c'est le centre de production de PSA Peugeot Citroën. Il y a 10 ans, au moment où nous avons quitté le pouvoir,
On produisait en France 3 500 000 véhicules. En Allemagne, 4 500 000. Aujourd'hui, à peine plus de 2 millions d'automobiles sont fabriqués en France, 6 millions en Allemagne. Cherchez l'erreur. La droite a cassé l'industrie française. Or, un pays sans industrie est un pays sans avenir. Nous devrons absolument rétablir l'industrie, redonner un futur économique à ce pays. Et enfin, dernier indicateur que je voulais évoquer, c'est notre commerce extérieur. Il était excédentaire, là aussi quand nous étions en responsabilité. Aujourd'hui, il y a 160 milliards d'excédents du commerce extérieur. En Allemagne, il y a 70 milliards de déficit en France. Je vois que Nicolas Sarkozy veut imiter le modèle allemand. Franchement, ça, il aurait dû l'imiter avant. Et faire en sorte que notre France soit productive, soit compétitive, soit riche, aille de l'avant, innove, développe. Alors, quand on a ce bilan-là, sur le plan économique, est-ce qu'il faut continuer? Non. Et personne ne pourra le croire. Et puis, je peux parler aussi, en 2 minutes, du bilan social de Nicolas Sarkozy. Je pourrais être extrêmement long. Mais rappelons simplement quelques éléments. D'abord, l'injustice frappante qui a mis à bas les couches populaires et les couches moyennes. J'étais sur ces marchés, j'étais sur le terrain, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qui se plaignaient de l'augmentation de la TVA pour le taux intermédiaire à 7%. J'ai vu des gens qui se plaignaient de l'augmentation de la taxe sur les mutuelles. J'ai vu des gens qui se plaignaient des franchises médicales, des déremboursements de médicaments. Et est-ce que ce sont les gens fortunés qui sont touchés par ça? Ce sont les plus modestes. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes à 3 semaines de l'élection, Nicolas Sarkozy n'a pas encore présenté son projet. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Son projet, c'est son bilan. La seule mesure qu'il a proposée, c'est la TVA sociale. Or, une augmentation de la TVA n'est pas sociale. Et je le dis ici, si nous revenons aux responsabilités, nous annulerons l'augmentation de la TVA. Avec nous, il n'y aura pas de TVA sociale, il y aura la justice fiscale et sociale. Et c'est tout à fait différent, évidemment. Concerne les services publics. Je ne veux pas être long, je vais parler de l'hôpital. Je reparlerai de l'hôpital tout à l'heure. Mais enfin, il y a une chose à laquelle je pense. C'est à notre système éducatif. Depuis que Nicolas Sarkozy est président, ça fait 5 ans, on a supprimé 70 000 postes dans l'éducation nationale. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'éducation nationale, c'est la plus grande entreprise après l'armée rouge. C'est inexact. Notre système éducatif, longtemps envié, est aujourd'hui fragile. Il est très fragile. Quand on regarde les classements internationaux, ce qu'on appelle les classements PISA ou les classements de l'OCDE, on constate que nous reculons sur tous les plans. Les taux d'encadrement, qui sont plus mauvais qu'hier. Les premiers cycles, qui sont plus faibles qu'hier. La condition des enseignants, qui est plus fragile qu'hier. Les universités, qui reculent sans arrêt dans les classements internationaux. Et surtout ces 150 000 jeunes de 16 à 18 ans qui sortent du système scolaire sans qualification, qui leur permettent d'entrer sur le marché du travail. C'est insupportable. Et c'est ça, le bilan du sarkozysme. J'en finis sur ce président différent avec la République. La République que nous aimons. Et la République que nous aimons, je suis ici accompagné de quelques drapeaux, ils sont presque tous républicains, voilà. La République, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Mais je parle ici devant des hommes de médias, devant Pierre Lescure et Pierre Frappé. Peut-on penser que la liberté est respectée quand les juges vivent sous pression et quand les médias ne sont jamais considérés comme assez dociles et sont asservis à des puissances d'argent? Moi je dis que non. Peut-on considérer que l'égalité se porte bien dans la France quand on a le bouclier fiscal pour les uns et puis les franchises médicales pour les autres? Je dis que non. Peut-on considérer que la fraternité se porte bien quand on peut être stigmatisé pour son nom, pour sa couleur, pour son origine? Moi je dis que non. Et peut-on considérer... Peut-on accepter, mes amis, que la laïcité soit accompagnée d'un objectif ou d'un adjectif? On dit que la laïcité, c'est être positif. Moi, je suis comme vous. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que le curé, ou le pasteur, ou l'imam, ou le rabbin aura une valeur transcendantale plus forte que l'instituteur. La laïcité, nous l'accompagnons par un objectif, défendons-la pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une grande valeur républicaine qui nous rassemble, aujourd'hui comme demain, et qu'on restera dans la Constitution mondiale. Et simplement, j'espère avoir fait devant vous une démonstration. C'est qu'il fallait un président différent. Et pour qu'il y ait un président différent, à la droite au but, changeons de président. Changeons de président. Et c'est pour ça qui sera fini.
élément, mais Pierre Lescure l'a traité avec beaucoup de finesse. Je ne vais pas y insister. Mais il y a ce dénigrement continu, tous les jours, de Sarkozy et de ses sbires. Quand, effectivement, un jour, il traite François Hollande de nul. Quand, le lendemain, il explique qu'il ne peut pas être un chef. Quand, le troisième, il raconte, parce que maintenant, dans ces meetings, c'est toujours la même chose, hein. Il y a une petite histoire à la fin. Hier, cette petite histoire, c'était le club des socialistes heureux. On va voir ce qu'on va voir. Il remonte dans les sondages. Et nous, c'est quoi le club des socialistes heureux? C'est Laurent qui ne soutient pas François, c'est Martine qui ne soutient pas François, c'est Ségolène qui ne soutient pas François. Eh bien, il se trompe, car je peux vous le dire comme directeur de cette campagne, les socialistes sont unis comme jamais autour de leur candidat, et je veux en éclairer un instrument de force qui va nous permettre de nous déployer sur le terrain et de l'emporter, car les Français attendaient cela depuis longtemps. Tous ensemble, nous sommes avec François Hollande et nous l'accompagnerons jusqu'à la victoire. Mes amis. Alors, mes amis, c'est pas que je vais faire une confidence close. Pour l'anti-sarkozisme, ne vous privez pas. Les Français attendent ça, les autres attendent ça. Il faut, ils tapent, nous devons répondre. Ne rien laisser passer. Allons-y. Critiquez ce bilan, critiquez ses méthodes. Lâchez-vous dans ces 3 dernières semaines. Faites-vous plaisir, parce que c'est aussi comme ça que se gagne une campagne. Oui, j'en finis avec l'anti-sarkozisme, qui n'est pas l'anti-sarkozisme, en effet, qui est, comme tu l'as dit, le constat que quand un homme a échoué, il doit partir, et que nous allons sortir. C'est ça la vérité, il doit partir, nous allons sortir. Mais, je disais, allons droit au but. Pour moi, le moment où nous sommes, c'est à 3 semaines, vous vous rappelez 3 enjeux. Premier enjeu, c'est l'enjeu du changement. Évidemment, il faut changer de président, mais il faut aussi changer de politique. Et le projet de François Hollande, celui que lui a présenté devant le Français, contrairement à Nicolas Sarkozy, parce qu'il est transparent, parce qu'il a voulu être cohérent, parce qu'il est constant, parce qu'il s'est préparé depuis longtemps à l'élection présidentielle, c'est un projet de changement. Et ce projet de changement, il est fait de 4 choses dont je vais vous parler rapidement. La première, c'est le redressement du pays. Parce que vous y avez décrit ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Je vous ai dit aussi en creux ce que nous devions refaire. Nous devons d'abord refaire dans ce pays un appareil productif, une industrie. Je le dis peut-être parce que je suis élu du terre industriel, mais je le dis aussi parce que je connais bien l'Europe et je connais un peu le monde. Et que je sais que si nous ne sommes pas capables de nous redresser, de recréer des emplois industriels, et ça vaut aussi pour un département comme le vôtre, nous n'avons pas un grand avenir. Et c'est la raison pour laquelle, avec François Hollande, nous créerons une banque publique d'investissement régionalisée, qui permettra aux PME, PMI d'investir, d'innover. C'est la raison pour laquelle nous mettrons en place des taux différenciés d'impôt sur les sociétés, selon que la société est grande, qu'elle est moyenne ou qu'elle est petite. Là encore, Nicolas Sarkozy fait des découvertes. Il s'est aperçu il y a quelques jours qu'il y avait les grandes entreprises de plus de 2000 salariés qui payaient un taux d'impôt effectif de 13%, là où les petites étaient à 30%. Eh bien nous ferons l'inverse. Nous serons avec les petites PME, PMI, inventives, innovantes. Ce sont celles-là dont on a besoin dans ce pays. Et puis aussi, il y a le fait que nous voulons redresser notre système financier. Vous vous souvenez tous des paroles fortes qui ont été prononcées par François Hollande, c'était au Bourget, quand il avait dit « Mon adversaire, c'est la finance ». Disant ça, il ne voulait pas dire que toutes les banques pratiquaient des activités déraisonnables ou néfastes. Nous avons besoin de crédit pour nous loger. Quand nous sommes entrepreneurs, nous avons besoin aussi de crédit pour entreprendre. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut séparer dans les activités des banques ce qui relève de la spéculation, qui est destructeur pour le système économique, de ce qui est bon pour l'économie, qui est le système de crédit. Vous savez, aux États-Unis, et ils se sont relevés plus vite que nous finalement. Il y a eu la faillite d'une banque qui s'appelait Lehman Brothers. En France, ce n'était pas possible. Parce que nous avons ce qu'on appelle la banque universelle, dans laquelle on regroupe les activités spéculatives ou de marché, les activités de dépôt. Et justement, pour ne pas faire chuter les activités de dépôt, on a en quelque sorte permis à l'activité spéculative de prendre en otage l'activité économique. Que demain, les spéculateurs prennent leurs risques. Cet été, nous séparerons ces activités bancaires et ça permettra de valoriser la bonne finance et de chasser la mauvaise. C'est ce que propose François Hollande. Et c'est clair. Et c'est, je crois, aussi juste. C'est ça, de la même façon que nous mettrons en place une taxe sur les transactions financières. Pas le rétablissement de l'impôt de bourse qu'a proposé Nicolas Sarkozy, non. Une vraie taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire une taxe qui soit une taxe
européenne. Oui, redresser, c'est le premier axe. Mais disons-le en même temps, redresser le système productif, redresser le pays, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que la gauche est aussi autre chose. Et ça a été dit par tous ceux. Quand on demande à François Hollande quelle est la valeur qu'il garderait, celle qu'il conserverait, il dit toujours la même chose. Il dit c'est la justice. Et la justice, c'est notre ADN. Si vous êtes ici, nombreux rassemblés, si vous êtes prêts à vous battre pour cette fin de campagne, c'est parce que ce qui vous révolte, ce qui vous motive, c'est la lutte contre les inégalités. Et ces inégalités, elles ont cru comme jamais pendant les 5 dernières années. Et avec François Hollande, nous lutterons contre les inégalités, toutes les inégalités. Alors il y a d'abord la réforme fiscale, elle est nécessaire. La réforme fiscale, c'est la fusion à terme de l'impôt sur le revenu et de la CSG. C'est la création d'une tranche supplémentaire à 45% pour ceux qui gagnent plus de 150 000 € par an. Et c'est légitime, ça s'appelle la progressivité de l'impôt. Et moi, j'assume complètement cette tranche marginale à 75% pour ceux qui gagnent 1 million d'euros. C'est 100 SMIC. Et bien, je vous le dis, quand on demande aux Français des efforts exceptionnels dans une crise exceptionnelle, ce sont les plus aisés qui doivent payer. Et n'hésitez pas à le faire. Je voyais les patrons publicistes. Et il y a quelques mois, j'ai eu un espoir concernant Maurice Lévy, qui est un homme tout à fait urbain. Hein. Ouais, c'est grave. C'est quand il a écrit dans le journal qu'il y avait trop d'inégalités et qu'il voulait renoncer à la part fixe de son salaire. Je me suis dit, ah, c'est un beau geste. Et pourquoi? Parce que la part variable, c'est 16 millions d'euros. Et bien, quand on gagne 16 millions d'euros, on peut reverser un peu, et même beaucoup, à la collectivité. C'est ce que nous devons tous faire. C'est ce que nous devons tous faire à ce moment-là, sans aucune vergogne. De lutter contre les injustices, c'est pas seulement la réforme fiscale, c'est aussi faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler tôt, à 18 ans, qui ont eu des travaux pénibles, que celui-ci ou celle-là, cet homme ou cette femme, puisse partir à 60 ans à taux plein dès lors qu'il aura cotisé les annuités nécessaires. C'est une mesure de justice. Et mes amis, le rétablissement de la retraite à 60 ans à taux plein pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, c'est pas pour la fin du quinquennat, c'est pour le mois de juillet. Ce sera la première mesure de justice de François Hollande. Mais je sais qu'elle ne satisfera pas tout le monde. Je rencontre trop de femmes qui me disent qu'elles ont eu des carrières incomplètes, interrompues ou commencées trop tard. Je rencontre trop d'hommes et de femmes qui ont eu des petites retraites. Et je veux leur dire, il y en a peut-être ici dans cette salle, qu'on ne va pas s'arrêter là. Et qu'il y aura l'ouverture d'une grande négociation sur les retraites, avant la fin 2012, avec les organisations syndicales, pour traiter notamment ces problèmes-là, et aussi les problèmes de la pénibilité. Je veux dire un mot, puisque je suis dans la justice, de la santé. Je ne connais pas l'hôpital d'Apt, et je ne connais pas l'hôpital de Briançon. Je suis président de l'hôpital de Belfort. Mais il est insupportable, à mes yeux, comme vous, que l'hôpital soit traité comme il l'est aujourd'hui, comme une entreprise privée. L'hôpital, c'est un grand service public, et demain, nous referons de l'hôpital ce qu'il doit être, un service public, au service général, au service de la famille, c'est-à-dire au service des Français, tout simplement. Santé, logement, retraite, voilà ce que pour nous la priorité, les questions économiques et sociales, c'est là-dessus que nous pouvons répondre. Redressement, justice. Et il y a un troisième terme qui est indissociable de cela, c'est l'espérance. Depuis la rentrée, François Hollande a écrit 2 livres. Le premier s'appelle Le rêve français. Et le second s'appelle Changer de destin. Alors ce sont des titres ambitieux, mais qui disent une chose, qui disent quelque chose de simple, qui disent qu'une élection présidentielle, c'est pas juste changer l'équipe bleue par l'équipe rose, même si l'équipe rose est plus sympathique et plus talentueuse, que c'est aller au fond des choses, et que c'est recréer de l'espoir dans ce pays. Et l'espoir, la cause que porte François Hollande, c'est l'espoir et la cause de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, élu président de la République, il met en place ce qu'il appelle le contrat de génération. C'est-à-dire un contrat qui permet dans l'entreprise, à la fois, de conserver les seniors de plus de 55 ans et d'embaucher un jeune en CDI de moins de 30 ans. Et ce sera financé par l'État. C'est la raison pour laquelle François Hollande propose de mettre dans les quartiers, dans nos quartiers,
150 000 contrats d'avenir, car on sait que c'est là où sont les inégalités les plus fortes, et on sait aussi qu'il y a des taux de chômage de 35 à 40%. Et enfin, l'espérance, elle a un beau nom, c'est l'école, c'est l'éducation nationale. Ils ont démoli, ils ont défait, ils ont supprimé l'époque, nous en paierons 60 000 pour rendre à l'éducation nationale sa vertu émancipatrice et pour faire en sorte qu'elle soit à nouveau le socle de la nation. L'éducation, ce sera notre grande priorité. Relâchement, justice, espérance. Il y a un quatrième volet à cette politique du changement, c'est l'Europe. Je suis venu ici, tu l'as dit, Claude, pour à peu près toutes les élections possibles et inimaginables. Je suis venu pour les élections cantonales, dans l'an dernier. Je suis très heureux que le Conseil général soit resté ancré là où il était, c'est important. Je suis venu pour les élections régionales, je suis venu pour les élections législatives, je suis venu pour les élections présidentielles, je suis venu pour les congrès du PS, c'est pas ça, c'est l'histoire passée. Ça viendra peut-être un jour, mais dans l'unité, je l'espère. Et je suis venu pour les élections européennes. Et si je suis venu pour les élections européennes, c'est parce que je suis, vous savez peut-être, un Européen passionné et engagé. J'ai été, et j'en suis très fier, le ministre des Affaires européennes de Lionel Jospin pendant 5 ans. J'ai été député européen. J'ai été vice-président européen. J'ai passé 13 ans de ma vie, toujours à construire l'Europe. Et c'est ce qui a fait que, et je vous respecte tous dans la pluralité de vos engagements, de vos convictions, pour ma part, et c'est pas un secret, j'ai toujours voté oui à tous les traités européens. Et quand les électeurs ont fait autre chose, quand ils ont choisi le non, j'ai dit, le peuple souverain a tranché. Mais j'ai voté oui, parce que je pensais qu'en effet l'Europe ne peut pas s'arrêter, qu'elle est une force en mouvement, et qu'on doit toujours s'engager à ses côtés. Eh bien, pour la première fois de ma vie, quand je vois le traité d'austérité qui est préparé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, si par malheur demain j'étais un député d'opposition, je voterais non à ce traité parce que je vote non à l'austérité, parce que je veux une Europe qui se réconcilie avec ses peuples, parce que je veux une Europe qui produit des résultats, parce que je veux une Europe de l'innovation, parce que je veux une Europe de l'emploi. Et François Hollande, président de la République, renégociera le traité d'austérité, il y ajoutera les dimensions indispensables de croissance et de démocratie sur lesquelles la construction européenne ne peut pas reprendre pour nous son sens socialiste. Nous sommes européens, mais pour une Europe différente, pour une Europe qui reprenne le chemin du progrès. Et pour ça, l'Europe a besoin d'un président de la République qui s'appelle François Hollande. Et je lui ai depuis longtemps d'Européens. Le changement, c'est le premier enjeu. Et je vous ai donné là quelques pistes. Pour demain, allez vous battre pour convaincre de la nécessité du changement. Il y a une deuxième nécessité qui est aussi forte, j'en parlerai plus brièvement, qui est le rassemblement. Parce qu'au fond, posez-vous la question. Pourquoi tant de Français en veulent-ils à Nicolas Sarkozy? Bon, un premier élément de la réponse, je l'ai déjà donné. Je ne sais pas s'il a été très mauvais. Je ne sais pas s'il a beaucoup détruit. Parce qu'il a beaucoup démoli. Mais il y a autre chose. Je pense que c'est ce que tu évoquais, Pierre, le plus impalpable. Quand tu disais, il y a eu casse-toi pauvre con en lui. Il y a le fait que Nicolas Sarkozy n'a jamais été à la hauteur de sa fonction. Que le président de la République en France, c'est l'homme de la nation. C'est celui qui rassemble. C'est celui qui va à l'essentiel. C'est celui qui donne le cap. C'est celui qui indique une vision. Et finalement, quand on y réfléchit, chacun des prédécesseurs de Nicolas Sarkozy, n'ont pas tous été de gauche, il y en a eu un qui était de gauche, qui a beaucoup écrit sur lui, c'est François Mitterrand. Chacun d'eux, au fond, à un moment de sa vie, à une étape de son parcours, a rassemblé les Français. Le général de Gaulle, beaucoup l'ont combattu. Je suis d'une famille très anti-gaulliste. Mais enfin, c'est lui le fondateur de la Ve République. Et c'est avec lui que la guerre d'Algérie a pris fin. Et ensuite, Georges Pompidou. Il est resté peu de temps président. Mais il a été l'homme de l'industrie pour la France, et l'homme des grandes infrastructures. Giscard d'Estaing, Dieu sait que je l'ai détesté quand j'étais étudiant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voté pour François Mitterrand dès les 2 tours de 1980, alors que je n'étais pas moi-même un socialiste. Mais enfin, Valéry Giscard d'Estaing, il a quand même été un grand Européen, il faut le reconnaître, il a créé le Conseil européen. Et aussi, il a su, au moins une fois, prendre une mesure qui allait contre les conservateurs, l'IVG, la loi Veil. Il avait ça. François Mitterrand, est-il besoin de dire
le réformateur national et européen qu'il a été et toutes les conquêtes sociales qui se sont produites pendant ces 2 septennats. Je ne le crois pas, je ne m'y étends pas, car vous le savez, c'est aussi ce qui vous rassemble. Et même Jacques Chirac, il a commis au moins 2 actes de rassemblement. Le premier, c'était en 97, quand il a dissous l'Assemblée nationale, parce qu'il nous a permis, avec Lionel Jospin, de réformer, de faire les France de faire les gens, de faire la CNU, de créer l'Union européenne. C'était un peu involontaire, c'est vrai, mais nous devons lui en être reconnaissants pour toujours et pour l'ensemble de son œuvre. Et il y a eu un deuxième geste qui lui était plus volontaire, que vous le reconnaissez, mais peut-être un peu plus fondamental encore, c'était l'opposition à la guerre en Irak. Oui, tous les présidents de la République française, tous les présidents sont unifiés les Français. Nicolas Sarkozy, jamais. Nicolas Sarkozy, je l'accuse, c'est le président qui divise, c'est le président qui oppose les Français entre eux, qui oppose les Français aux étrangers. Et c'est un président qui jamais n'a su rassembler. Nous avons besoin d'un président qui rassemble, d'un président qui rassure, d'un président qui apaise, qui respecte son gouvernement, qui fasse revivre les collectivités locales, qui donne toute sa place à la démocratie sociale. Cet homme-là, c'est François Hollande, parce qu'il est prêt, parce que c'est son tempérament, le rassembleur contre le diviseur. C'est aussi le choix du 22 avril et du 6 mai, et c'est pour ce choix-là que nous nous battons pour que la France cesse d'être partagée. Je voyais Nicolas Sarkozy dire hier que François Hollande n'était pas un chef. François lui a répondu comme il fallait, il n'est pas un chef de clan, il n'est pas un chef de meute, il aspire à être le chef de l'État, et cela, Nicolas Sarkozy ne l'a jamais été, François Hollande le fera. Vers la conclusion. Non pas parce que j'ai tout dit, non pas parce que je n'ai pas plaisir à être avec vous, mais parce que j'ai un train. Et donc, voilà, je dois finir. Et je finis par le 3e enjeu, c'est la mobilisation. Car quand on est à 3 semaines d'une élection, eh bien il faut y aller. Et vous savez, j'entends beaucoup de choses. J'entends que les socialistes seraient inquiets. J'entends que la mobilisation serait faible. Dans toutes les salles où je fais, c'est bondé comme ici. Et sur le terrain, je sens de la ferveur. Et je veux vous dire une chose. Cette élection, nous devons l'aborder avec confiance. Elle ne doit pas nous échapper. Elle ne va pas nous échapper. Les Français veulent un autre président. Ils veulent François Hollande. Et en même temps, nous devons l'aborder avec beaucoup de combativité. Parce qu'une élection, elle n'est jamais gagnée avant le dernier jour. Nous avons trop vécu de moments de désillusion, notamment lors du premier tour. Et nous avons, dans ces 3 semaines, et je vous appelle à ça, au fond, 2 écueils à éviter, 2 problèmes qu'il faut conjurer. Le premier, c'est l'abstention. Personne ne sait si cette campagne a convaincu. Elle est longue, elle est très longue. Et les sondages, dont je me méfie terriblement, disent, il y en a encore un qui sortira demain, qu'il y a près de 30% des Français qui veulent s'abstenir. C'est insupportable. Parce qu'une élection où on s'abstient beaucoup, c'est un pays qui est malade. C'est un pays qui n'est pas content de sa démocratie. Et aussi, reconnaissons-le, ne le disons pas à nos adversaires, parce que quand il y a de forts taux d'abstention, c'est souvent la gauche qui s'abstient plus que la droite. Alors je vous demande à vous tous ici, dans cette salle, vous l'êtes déjà, non seulement d'être des militants, des supporters, mais d'aller au porte-à-porte, d'aller convaincre. Vous êtes ici, je ne sais pas, 300, 400. Si chacun d'entre vous convainc une personne qui doute, qui réfléchit, qui s'est éloigné de la politique, qui s'est éloigné de la gauche, vous aurez aidé François Hollande à gagner. Faites ça, au porte-à-porte, au corps à corps. À la conviction, c'est là où l'élection se joue. Et oui, le corps à corps, c'est une technique de combat. Il ne y a rien d'autre. Et il faut combattre les adversaires. Et il faut le faire en rencontrant nos concitoyens. C'est ce que nous allons tous faire. Et la deuxième chose, c'est la diversion. Ou la dispersion. Je sais que la gauche est plurielle. J'ai été ministre pendant 5 ans d'un gouvernement. Et pendant 4 de ces 5 ans, j'avais un collègue charmant qui a plutôt bien travaillé dans la formation, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Je le connais, Jean-Luc. Je l'ai vu au Parti socialiste. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Et je n'ai pas d'adversaire à gauche. Nous avons tous besoin que la gauche se rassemble au 2e tour. On connaît une élection présidentielle, c'est le premier tour, on choisit. Le 2e tour, on élimine. Et tous ceux qui ont choisi de soutenir François Hollande seront demain dans la majorité présidentielle. Et il y a de la place pour les écologistes, évidemment. Et il y a de la place pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est fondamental. Mais enfin,
Quand j'écoute Jean-Luc, de temps en temps, j'ai quand même l'impression qu'il nous égratigne un peu. Qu'il explique que nous ne sommes pas assez ceci, pas assez sociaux, que nous sommes trop cela, trop libéraux. Je ne vous incite pas à parler de lui de cette façon-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que personne ne peut négliger, ça a été dit par Claude, par Pierre, l'enjeu du premier tour. Le rêve de Nicolas Sarkozy, c'est d'être en tête, et si possible nettement au premier tour, avec une gauche divisée. Ne lui faisons pas ce cadeau. Pour gagner l'élection présidentielle, il faut que ce soit François Hollande qui soit en tête ou à un niveau très élevé au premier tour. C'est indispensable. Et la gauche qui transforme, la gauche qui gouverne, la gauche responsable, la gauche qui agit, la gauche qui réforme, la gauche qui permet de changer les choses, c'est la gauche de François Hollande pour qu'il y ait le changement, pour qu'on change de président, pour qu'on change de politique, pour qu'on puisse gagner ces élections. Il y a un impératif, François Hollande très très haut au premier tour, dites-le autour de vous, se disperser, s'impliquer, Sarkozy, et c'est pour ça qu'il faut, dès le premier tour, voter et faire voter pour François Hollande. Je n'appelle pas au vote utile, parce que pour moi, je sais qu'il y a trop de pays dans le monde où on ne vote pas, que le vote est toujours utile. Je vous appelle au vote efficace et au vote nécessaire. Ce vote-là, c'est le vote François Hollande. Convainquez-en autour de vous et nous aurons effectivement le 22 avril. Eh bien, président, déjà presque désigné, il faudra transformer l'essai au deuxième tour. Mes derniers mots, les amis, c'est pour vous et c'est pour nous. 3 semaines. 3 semaines où il faut se serrer les coudes. 3 semaines où il faut serrer les dents. 3 semaines où il faut aller au contact de nos concitoyens. Mais vous savez, nous avons une force unique. Nous avons ces élus qui sont proches des gens. Nous avons nos militants, que je remercie pour ce qu'ils font. Que je remercie encore plus que le directeur de campagne pour ce qu'ils vont faire. Parce que maintenant, il faut faire ça tout le temps. Nous avons nos sympathisants qui sont exemplaires. Nous avons les hommes et les femmes qui ont participé aux primaires. Et tout ça, ça donne au Parti Socialiste une force unique. Eh bien, le Parti Socialiste, quand il s'ébranle, c'est une armée. Soyez l'armée de François Hollande pour qu'on puisse dire effectivement le 22 avril, le changement, c'est maintenant et confirmer le secret avec non seulement un président différent, mais un autre président François